Bonsoir, Bonsoir. tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. On a beaucoup de joie à vous accueillir. Vous êtes très nombreux et c'est encourageant. Surtout, on a de la joie à accueillir les fidèles à Parents pour la vie, mais on accueille aussi tous les nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois. On remarque que Eric et Rachel attirent du monde et c'est encourageant. C'est trop bien. Et c'est aussi le thème qui nous occupe ce soir, en fait, qui est un thème important. Pourquoi et comment parler de la sexualité en famille? Alors, ça fait maintenant plusieurs années que Fabienne et moi-même, on organise des soirées parents pour la vie. Parce que quand on est parent, eh ben, ça ne se termine jamais. On a toujours des choses à apprendre, on a toujours de nouvelles révélations à recevoir, de nouvelles idées. Et dans ce sens, eh bien, ce soir, on est très heureux et reconnaissant de pouvoir être un grand groupe. Comme ça, il y a plusieurs personnes d'entre vous avec qui on a eu du contact par mail. Soyez bienvenus, c'est trop bien. Fabienne et moi-même, on est impliqués dans une église locale ici dans le Jura bernois. Alors pour certains, ça veut dire quelque chose, le Jura bernois, pour d'autres un peu moins, mais c'est pas grave. C'est en Suisse francophone. Et en même temps, on a très à cœur les familles. On a cofondé un ministère qui s'appelle Famille de foi, qui est un ministère des fabricants de joie, de jeunesse en mission, qui justement réfléchit au thème de la question équipe des familles, au thème de la famille, équipe des familles, à part des week-ends, des camps, des journées, des soirées comme ce soir. Et oui, et pour ce soir, on vous invite aussi sur le groupe de chat, en fait, simplement à dire d'où vous venez. Et puis comme ça, on a un petit peu une communication aussi interactive pour tous. Mais aussi pendant l'enseignement aussi de Eric et Rachel, vous pourrez utiliser le chat si vous avez des questions encore précises pendant l'enseignement que vous pouvez poser et puis on y répondra du mieux possible pendant tout l'enseignement. Voilà. Et puis moi, j'aimerais encore prier pour ce temps, qu'on puisse être ouvert et accueillant de ce que Dieu veut dire et faire dans nos vies de famille. Alors Seigneur, on te prie que tu viennes par ton esprit remplir nos maisonnées là où on est, que dans chacune des maisons qui sont représentées ce soir, eh ben, tu puisses agir puissamment et que tu puisses par ton Esprit Saint donner ta paix, particulièrement peut-être aux enfants qui dorment, et que tu donnes ta paix aussi pour chacun des couples qui sont représentés. Et merci parce que tu veux agir. Et que là où on est interpellé ce soir, que tu viennes par ton esprit juste mettre en lumière ce qui est juste d'être restauré, ce qui sera bon de reparler. Et merci parce que ce soir, tu veux nous booster à aller auprès de ton cœur à toi. Alors merci d'agir puissamment ce soir dans nos vies pour que nos vies de famille reste un lieu où tu peux te glorifier encore et encore. Yes. Amen. Amen. Yes. Techniquement, je dis encore 2-3 choses juste avant de donner la parole à Eric et Rachel. Merci d'avoir les micros fermés, comme ça a l'air d'être le cas. C'est vraiment bien. Les caméras, vous pouvez les laisser ouvertes. Vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez les fermer, sentez-vous libre. On aimerait aussi dire notre reconnaissance ce soir aux fabricants de joie de France avec qui on travaille techniquement sur cette soirée. Anne-Laure, merci beaucoup. Elle va gérer un peu les questions, les aspects techniques. C'est trop bien. Pour la soirée, on aura un partage de Eric et Rachel qui parfois sera enrichi par vos questions. Et on aura aussi un temps peut-être encore, pas seulement à la fin, mais entre leur partage, ils sont ouverts à accueillir les questions de manière directe. Et peut-être aussi à la fin, selon les besoins, selon vos questions, d'avoir un temps vraiment de questions-réponses. Voilà, c'est notre privilège d'accueillir Eric et Rachel. On a appris à les connaître il n'y a pas si longtemps que ça. On a été très encouragés par leur parcours, leur partage. On a même eu le privilège de les inviter en Suisse physiquement, où on a vécu quelque chose l'année passée avec eux, un séminaire pour couples sur la sexualité et sur la communication. Et c'est trop bien de vous avoir ce soir, Eric et Rachel. On se réjouit beaucoup de vous entendre. Et on vous bénit dans le nom de Jésus dans ce que vous allez partager. Et on veut vraiment vraiment vous remercier, Christian et Fabienne et Famille de foi, Parents pour la vie, de nous inviter.
Il y a quelques visages qu'on connaît. Il y a des très bons amis de Vevey aussi que l'on voit là. Oui, oui. Yeah. Je vois des gens d'MLK aussi, donc on les connaît bien aussi. Et puis tous les autres, vraiment, c'est assez magnifique de voir. Vous venez un peu de partout, quoi. Donc on est très touchés et puis honorés que vous nous ayez rejoints, quoi. Donc, on est Eric et Rachel, on est français. Cette année, on est franco-américain. Oui, on est franco-américain. On a une double nationalité maintenant. Je ne suis pas encore habitué. Mais ça fait 30 ans cette année, en fait, au 1er août, qu'on est qu'on sert Dieu. Ah oui, vas-y. Ouais. Donc, c'est super. Et puis, ça fera 30 ans en octobre qu'on est mariés aussi. Voilà, j'avais 5 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que ça fait vraiment 30 ans qu'on sert Dieu et puis 30 ans qu'on est mariés. Donc, c'est un beau repère pour nous, ça. Ouais. Et c'est un super thème aussi, parler de la sexualité en tant que parents à nos enfants. Donc, c'est un privilège pour nous de le faire. Nous avons 5 fils. Donc, on a testé et approuvé tout ce qu'on va partager avec vous. Je l'assure que c'est vrai. Beaucoup de nos anecdotes, on les doit à nos enfants. Merci les gars. Et je rappelle que tout ce qu'on partage sur nos garçons, on a la permission de le partager. Ils nous ont donné leur permission. Donc, oui, c'était pour nous un des points importants de notre rôle de parents, c'était de pouvoir leur parler de sexualité à nos enfants de la meilleure des façons pour pouvoir les équiper le mieux possible dans leur vie d'adulte. Je me souviens quand on n'était même pas encore fiancés, mais on savait, Rachel et moi, qu'on voulait se marier. On était sur les bords de Loire, là où on habitait à l'époque, et dans la voiture, tous les deux, on discutait pendant des heures sur si un jour on avait des enfants, ce qu'on voulait faire avec eux, etc. Et donc, c'est vraiment super important de se préparer à cela, et puis même s'ils sont déjà là, d'avoir un dialogue ouvert entre époux par rapport à l'éducation des enfants. Alors, ce soir, avec vous, on va suivre le libellé en fait de la question, qui est pourquoi et comment parler de sexualité en famille. On va d'abord voir le pourquoi, c'est important, et puis après, on consacrera un bon moment au comment, parce qu'on a tous besoin d'outils, de savoir, des fois, on n'est pas très à l'aise si en plus nos propres parents ne nous en ont jamais parlé. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop où sont les limites de ce qui est convenable. Et donc, on voudrait vraiment que vous ressortiez de ce temps ensemble avec des outils pratiques et puis une meilleure idée de ce que vous avez envie de faire. Alors, pendant qu'on démarre, si vous voulez nous taper le nombre, écrivez le chiffre pour le nombre d'enfants que vous avez, vous, les parents, actuellement. Ça sera sympa de voir. Oui, voilà. Merci. J'aime bien me regarder en même temps. Ça nous apprend à vous connaître un petit peu. Si vous en avez 0, mettez-le aussi, parce que c'est peut-être un projet simplement. Waouh, waouh. Oula, il y a des gros chiffres. On a des belles familles, c'est magnifique. Super. Pourquoi parler de sexualité aux enfants? Alors, pourquoi? Parce qu'on s'est fait voler quelque chose. Je vais commencer par un constat qui semble négatif, mais on s'est fait voler la sexualité par le monde qui nous entoure, par Satan. Et c'est malheureusement, pour des raisons historiques, mais dans l'Église, ça a été un tabou. Ça a été tellement un tabou depuis des siècles et des siècles qu'en fait, au sein de l'Église, s'est développé ce que l'on appelle du puritanisme. Et le puritanisme, c'est en fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est presque appeler mal ce que Dieu a déclaré bien en rapport de la sexualité. Il y a toute une gêne, un embarras, comme si on parlait de quelque chose de sale, d'inconvenant, de quelque chose qui serait vulgaire de discuter. Et en fait, on laisse la plupart du temps, il nous arrivait régulièrement d'avoir des parents qui nous disaient « Oh là là, moi, mes enfants, ils apprendront tout seuls, mais moi, je ne vais certainement pas en parler. » Ils apprendront, on a entendu. Ils découvriront ça le jour de leur nuit, au moment de leur nuit de noces. Alors ça, c'est vraiment terrible. Terrible, hein. En fait, ce n'est pas équiper les enfants que de leur dire tu te débrouilleras le jour où tu y seras, quoi. Et quand on fait ça, en fait, 100% d'entre nous sommes des êtres sexués. Donc, en fait, on va avoir un rapport à la sexualité qui va arriver rapidement dans notre vie. Et si les parents ne sont pas là pour nous guider, ceux en qui on a confiance, mais qui va faire l'éducation sexuelle de nos enfants? Ce seront en premier les copains d'école, oui, ou les copines, avec des conséquences très, très, très variables, mais souvent mauvaises. En deuxième, ce sera sans aucun doute la pornographie, quand elle ne vient pas en numéro 1. Donc, on peut tous imaginer les conséquences désastreuses que ça peut avoir. Puis, ça peut être l'école avec des critères qui n'auront rien à voir avec les critères que vous auriez envie de voir vos enfants utiliser pour leur construction à ce niveau-là.
Donc, en fait, si nous laissons le terrain vide, si nous n'occupons pas le terrain, eh bien, c'est comme si on livrait nos enfants entre les mains du diable et qu'on disait au diable, eh bien, écoute, occupe-toi d'éduquer nos enfants à ce niveau-là, mais moi, je ne veux pas le faire. Donc, c'est vraiment, et on le voit, une conséquence catastrophique. Donc, vous pouvez aujourd'hui vous sentir inadéquate, vous sentir, je ne vais pas être à la hauteur, moi-même, j'ai de la peine à en parler. Il n'y a aucun problème de ne pas se sentir compétent. Et je pense qu'à la fin, j'espère qu'à la fin de ce temps ensemble, vous aurez des outils pratiques qui vous permettront d'aller dans cette aventure. Mais vraiment, on aimerait déjà que vous preniez conscience de « c'est mon job ». Dieu vous a donné des âmes, quand il vous a donné le privilège de devenir papa et maman, ce qui n'est pas un privilège donné à tout le monde, Dieu vous a confié des âmes vivantes. Et en fait, bien, s'il vous les a confiées, c'est que vous pouvez y arriver. C'est que vous avez les capacités pour les emmener plus loin. Et c'est un trésor. Il ne suffit pas de les nourrir simplement avec de la nourriture, ni de les habiller simplement, mais c'est vraiment une construction émotionnelle, spirituelle, physique que le Seigneur vous a confiée. Donc, bravo à vous d'être là, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez conscience de ce besoin de transmettre. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce qu'on n'a peut-être pas, nous, reçu des bonnes empreintes, une bonne façon de conceptualiser la sexualité. Donc, juste quelques grandes lignes. C'est un cadeau de Dieu. Ouais. La sexualité, c'est d'abord spirituel. C'est quelque chose de beau. C'est spirituel, c'est émotionnel. La sexualité, ça représente notre relation avec Dieu. Il y a vraiment toute cette notion de sainteté qu'il faut que l'on rachète si elle n'a pas été bien, si elle a été abîmée dans notre vie, en fait. Si nous-mêmes, on a une histoire de déception, d'abus, de choses compliquées au niveau de la sexualité, il est encore temps de le racheter, de racheter cette vision-là et peut-être de guérir nous-mêmes pour pouvoir transmettre quelque chose de beau. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas reçu qu'on ne peut pas donner à nos enfants. Donc, et on veut vous équiper. Donc, à la fin de notre temps ensemble, vous verrez qu'on va vous donner des liens pour des cadeaux, des ressources, etc. Et un des cadeaux importants, c'est qu'on va vous offrir les 2 premiers chapitres de mon livre, Ura pour le Vajayjay, gratuit. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 1, il y a les 8 étapes qui expliquent la construction de la sexualité à l'intérieur de nous. Donc, en fait, on va en parler ce soir, on va le développer avec vous, mais vous pouvez retrouver la trace de ce qu'on va dire dans ces chapitres. Le chapitre 1, on vous offre le 2 aussi, le 2 d'ailleurs remet en place le cadre de la sexualité. Comme ça, vous avez les ressources. Donc, restez jusqu'au bout et vous aurez les ressources pour pouvoir continuer la conversation à deux. Bon, donc, on démarre. Comment ça se construit à l'intérieur de nous? Allez-y. Allez-y. Ça commence, des fois, on s'est fait hurler quand on dit ça dans les églises, mais c'est vrai. La sexualité, ça commence dans le ventre de la maman, en fait. Ça commence tout petit, la construction de la sexualité. Je ne sais pas si... Alors, nous, on a 5 garçons, qu'on a... nous, on a voulu savoir. Il y a des gens qui ne préfèrent pas savoir. Moi, je suis absolument impatiente. Donc, tu aurais été incapable d'attendre 9 mois. Incapable d'attendre 9 mois. Là. Je ne peux pas attendre 1 minute 30 que ma tasse de thé, elle chauffe au micro-ondes. 9 mois, là, impossible. Je respecte tout à fait ceux qui veulent attendre, il n'y a pas de problème. Mais donc, on voulait savoir. Donc, nous, on savait que c'était des garçons. Et je ne sais pas si, en plus de nos jours, maintenant, ils font les échographies 3D, là où vous voyez le visage des bébés, c'est magnifique. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, alors vous mettez un pouce si vous l'avez vu, mais qui a vu votre garçon dans le ventre de la maman avec une érection? Ouais, on voit les bébés, des petits garçons avec des érections, et ils ne sont pas en train de se faire un trip malsain dans la tête. C'est très mécanique, l'érection, et c'est absolument pas rare de voir un petit garçon dans le ventre de sa maman qui a une érection. Dans les 10 premières minutes de vie des petits garçons, et je parle d'expérience, et toutes les mamans qui ont des garçons ont peut-être vécu, dans les 10 premières minutes de vie d'un garçon, il peut y avoir une érection. Il y a une érection très souvent. Et c'est pour ça que quand notre premier fils Nathan est né, il est sorti, il était tout petit, mais il est sorti, et la première chose qu'il a faite, c'est de me faire pipi dessus, parce que l'érection s'était terminée, et donc il a fait pipi. C'est le démarrage de la construction de la sexualité qui passe au niveau mécanique dans le corps des tout nouveau-nés. Chez les petites filles, la lubrification des lèvres commence dans les premières 24 heures, donc c'est en train de se mettre en place. Il n'y a rien de sale, il n'y a rien de malsain, c'est juste que le corps est en train de se mettre à fonctionner. Parce que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu, il nous a construits en tant qu'être sexué. On a de la neige qui tombe. Je ne sais pas si vous entendez les gros booms, c'est de la neige qui tombe du toit. Là, on a une tonne de neige.
Ça va? Vous n'entendez pas trop de C'est bruit? bon, la maison ne s'écroule pas. Ouais, On peut ça ne continuer. s'écroule pas, c'est juste une tonne de neige qui tombe. On a plein de neige partout. Là. Donc, quand on a un nouveau-né dans les bras, et il y en a des tout petits, là, j'ai l'impression, dans les familles, Oui, on en voit un au moins. Là. Dans la période du nouveau-né, eh bien, en fait, c'est là que l'attachement se construit. Donc, entre 0 et 2 ans, c'est hyper important, ça. Quand vous avez un nouveau-né, eh bien, et que vous le regardez dans les yeux, vous êtes en train de lui dire tu es en sécurité avec moi, tu peux t'attacher, tu peux me laisser prendre soin de toi, en fait. Et donc, quand vous regardez un bébé, votre bébé, que vous lui faites plein de gazou d'amour et que vous lui dites que vous l'aimez en lui parlant, etc., vous êtes en train de l'aider à construire sa capacité à s'attacher à quelqu'un en tant qu'adulte. Hyper important, en fait, de bien construire cette phase-là. Quand on est adulte, si on a du mal à s'attacher, c'est parfois parce qu'en fait, on n'a pas eu le privilège d'avoir cette étape bien en place. Il y a toujours moyen de récupérer ça. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, si ça n'a pas été construit en vous, ça peut revenir et vous pouvez le donner à vos enfants. Donc, si vous avez encore la chance d'avoir des petits entre 0 et 2 ans, enfin la chance, pas pour vos nuits, hein, bien sûr, mais pour la beauté du bébé, regardez-les dans les yeux, dites-leur que vous les aimez, qu'ils sont en sécurité, etc. Vous êtes en train de les aider dans leur vie d'adulte sexuel futur. Parce qu'ils pourront construire une relation, s'attacher. On avance dans la petite enfance, 2-4 ans. J'ai oublié de dire aussi dans les... oui, 2-4 ans, c'est ça. On arrive dans la petite enfance. C'est important, dans cette zone-là, 0, 2, 2, 4, quand vous lavez le bébé, quand vous lui apprenez à parler, c'est important d'utiliser les bons mots, en fait. On dit bien tête, épaule, genou, pied. Vous connaissez la chanson, je vous ferai l'économie de la chanter, parce que je chante faux. Hein. Mais non, c'est pas c'est vrai. Mais on apprend au bébé les yeux, le nez, l'oreille, tout ça, la bouche, les mains. On leur apprend à décrire leur corps, à dessiner leur corps. Et quand on arrive aux parties génétiques, aux parties sexuelles, ben on va dire la zézette, le zizi, je ne sais pas comment vous l'appelez vous, quels petits mots vous utilisez. Ça semble mignon, etc. Pourtant, ça envoie un message de gêne, de honte. Donc vraiment, moi, je vais vous encourager à utiliser les bons mots. C'est le vagin, c'est la vulve, c'est les petites lèvres, les grandes lèvres, c'est le pénis, les testicules. N'hésitez pas à utiliser les bons mots. Si ça vous fait hurler à l'intérieur, ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que vous allez avoir besoin de vous entraîner devant la glace. Donc, si ça vous semble impossible de dire pénis, vagin, pubis, etc., testicules, mettez-vous devant la glace et entraînez-vous à le dire à vous-même dans le miroir. Oui, dès tout petit. Dès son jeune âge, oui. Quand vous avez on va essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Ma mère était africaine, donc moi j'ai grandi avec une maman qui m'a dit un bébé. Ça ne se voit pas beaucoup sur la couleur de peau de ma femme, mais elle est 50% africaine, du Burkina. Ça ne se voit pas beaucoup à la couleur de peau. C'est ça. Et donc, au Burkina, on masse les bébés avec de l'huile dès qu'ils sont petits et on leur chante des chansons tout petits. En fait, j'ai comme ça tout le corps, on a massé tous les deux nos bébés. Et c'est un très bon moment avec le nouveau-né pour lui décrire son corps et lui chanter des petites chansons et lui expliquer que tout est beau dans son corps. Puis quand ils grandissent et qu'on leur apprend à parler, eh bien, on leur transmet aussi ces mots en fait qui leur donneront, qui vont les équiper avec un langage pratique pour pouvoir parler de sexualité sans avoir honte. Donc entraînez-vous, etc. Alors, je vais vous faire sourire, mais donc c'est pas la première fois que je le dis, vous imaginez bien. Ça fait 1 million de fois on raconte tout ça. Et donc, il y a un jour, je reçois des emails de mamans qui disent le vagin, etc. Et puis une maman qui m'a dit un jour, j'ai un problème avec la maîtresse à l'école parce que ma fille de 2 ans est tombée, elle a dit, j'ai mal au vagin et la maîtresse m'a convoquée. Oui, bien sûr. La maîtresse m'a convoquée en disant pourquoi votre fille elle connaît le mot vagin. Donc il a fallu que la maman s'explique. Je comprends que les instituteurs et les institutrices posent des questions, mais ne vous découragez pas pour autant. Voilà, dès tout petit, utilisez les bons mots. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas. Préparez-vous, entraînez-vous. Ouais. Entre 2 et 4 ans, il se passe aussi quelque chose d'important. C'est que les enfants apprennent à être propres en fait. On les met, alors je ne sais pas à quel âge on commence à les mettre sur le pot là maintenant. Moi, je peux vous dire que comme on a eu tout plein d'enfants rapidement, on en a eu 5 ans, 6 ans et demi en fait,
on les a travaillés à la propreté très tôt, hein, parce qu'il fallait qu'ils soient propres avant que le suivant arrive. Cette notion de propreté, l'acquisition de la propreté, elle est importante parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train d'apprendre, c'est que j'ai une pulsion, celle d'avoir besoin de faire pipi ou caca, d'uriner ou de déféquer, on va dire comme ça. J'ai une pulsion et je vais apprendre à la canaliser, c'est-à-dire à ne pas faire pipi et caca n'importe quand, juste quand ça me prend l'envie. Et vous voyez bien où on va avec ça. En apprenant cette notion de, bah oui, j'ai une pulsion qui est naturelle, qui est belle, qui est bonne, qui va faire du bien à mon corps, c'est important que toutes ces choses-là sortent, en apprenant à le canaliser et en le faisant à des moments précis, aux toilettes, etc. On est en train d'apprendre à l'enfant que les pulsions sexuelles, quand il sera à l'adolescence, ben c'est pareil. Il va pouvoir les canaliser. On répond aux questions? Vas-y. Alors, il y a quelques questions qui nous arrivent. Pendant que Rachel est en train d'expliquer, elle va continuer d'expliquer les différentes étapes de la construction de la sexualité dans chaque individu. Alors oui, le terme général pour les organes génitaux féminins, c'est la vulve, bien entendu. Voilà. Le vagin étant la partie interne, une partie interne. Donc oui, bien sûr, hein, c'est ce que Rachel voulait dire. Et puis, une autre question, c'est si on a déjà commencé avec des petits mots mignons, zizi, zézette, comment est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on va transiter, ça dépend quel âge a votre enfant, mais bon, ben, ce qu'on appelle ton zizi, ça s'appelle aussi pénis. Voilà, tout simplement. Et donc, ne vous en faites pas une montagne. Simplement, vous, comme on l'a dit, préparez-vous bien pour ne pas avoir de gêne quand vous allez le dire, parce que votre enfant est une éponge émotionnelle et il ou elle va sentir immédiatement si vous avez une gêne. Il ou elle sent la gêne, il ne vous posera plus la question et donc il reviendra plus sur ce sujet-là pour ne pas vous embarrasser. Donc, c'est super important, préparez-vous. Et simplement, vous dites, bah, tu vois, ton zizi, il s'appelle aussi, le mot, c'est pénis. Puis vous enclenchez, vous changez la discussion, vous changez le mot dans vos discussions et tout naturellement, ça va s'adapter. Pareil pour vagin, etc. Donc, entre 0 et 4 ans, si ça ne s'est pas bien mis en place, on va avoir en tant qu'adulte une déconnexion entre nos émotions et notre sexualité. On se retrouve avec des adultes qui ont du mal à connecter et qui ont du mal à connecter leurs émotions à leur sexualité. Encore une fois, si vous vous dites en tant qu'adulte, mince, c'est moi, effectivement, j'ai eu des difficultés dans mon enfance, c'est gérable, on peut le récupérer. Mais ça vaut le coup de prendre le temps d'investir. Et puis après, on arrive à la maternelle, donc les 4-5 ans. Alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est l'âge des questions. Des questions qui ne s'arrêtent jamais. Voilà. Et dis maman, pourquoi ci, pourquoi ça, et tout. C'est super mignon chez les autres. Ça peut être très fatigant quand c'est non-stop, mais c'est crucial. Je vois des têtes qui disent oui, c'est ça. Ouais. Bon courage à ceux qui y sont. Ouais, les questions n'arrêteront pas avant un bon nombre d'années, donc courage. C'est l'âge de la curiosité. C'est hyper important que vous soyez patient et que vous répétiez. En grandissant, en faisant grandir votre réponse, en fait. Je ne sais pas si vous allez pouvoir identifier ça dans vos enfants, mais les enfants aiment énormément regarder les mêmes dessins animés, quoi. C'est pour ça que le dessin animé Libéré, Délivré, là, quand c'est sorti, les parents n'en pouvaient plus parce que les enfants voulaient le regarder en boucle. Il y avait plein de trucs, de mimes sur Facebook de parents qui craquaient avec la chanson Libéré, etc. Mais les enfants ont besoin de reposer, de savoir ce qui arrive, en fait. D'être sécurisés, en fait. Ouais, ça les sécurise. Et donc, quand ils vont poser la question, dis maman, comment on fait un bébé? Bon, vous pouvez l'envoyer chez son père, mais à un moment donné, il y en a un des deux qui doit répondre. Va demander à ton père ou va demander à ta mère. À un moment donné, il faut répondre. Alors là, c'est un point qui est super important. N'allez jamais dans votre réponse au-delà de la question de votre enfant. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils sont très petits et ce sont des questions complètement naturelles et normales. Mais en même temps, parce qu'ils sont petits, ils ont une certaine limite de ce qu'ils peuvent supporter. Donc, ayez un langage qui soit approprié à leur âge, pas leur donner des mots qu'ils ne maîtrisent pas. Et surtout, s'ils vous posent une question précise, répondez seulement à la question, n'allez pas au-delà. Pourquoi ? Parce que vous seriez en risque de leur donner une information qui est trop lourde pour eux pour pouvoir la gérer au moment où ils vous le demandent. Vous verrez, au moment où ils ont de nouvelles questions, ils reviendront vers vous avec des nouvelles questions. Mais si vous répondez simplement à ce qu'ils vous demandent, ils vont dire « Ah, ok ». Et puis, ils vont partir, continuer de jouer et reprendre leurs activités. Et en fait, ils ont été rassurés sur ce qui les travaillait. Vous avez répondu et c'est suffisant. Donc, toujours bien adapter votre langage à l'âge de votre enfant
et vous contentez dans votre réponse de répondre à la question, ne jamais aller au-delà. Alors, un exemple, dis maman comment on fait les bébés, ça peut ressembler à ça. Quand un papa et une maman s'aiment très fort, et bien des fois, ça donne un bébé. Et comme dit Eric, il va dire OK. Et puis il va revenir, dis maman comment on fait les bébés. Quand un papa et une maman s'aiment très fort, parfois, ça donne un bébé. Et jusqu'au moment où il va dire, oui, mais en vrai, comment quoi? On a quelqu'un qui a son micro ouvert. Merci. D'un seul coup, il va vous dire, non, mais ça ne me suffit pas, la réponse ne me suffit plus, j'ai besoin de plus. Et donc là, vous passez, tu vois, dans le corps du papa, il y a une graine que Dieu a placée, qui va rencontrer un petit œuf qui est dans le corps de la maman. Et puis, c'est de là, quand ils vont se rencontrer, ça va faire un bébé. Et puis, ça va lui aller. Et puis après, il va revenir et puis remettre la question jusqu'à ce qu'il dise, ouais, mais comment est-ce que le papa, il met la graine, il donne la graine à la maman? Et là, il faut que vous soyez prêts et prêtes. Il faut vous entraîner. Parce qu'il ne faudra pas rougir, il ne faudra pas être embarrassé. On y reviendra sans doute, mais quand ils sont plus vieux aussi, ils peuvent demander des dessins, des explications techniques, parce qu'ils ne comprennent pas. Et donc, il faut que vous ayez été préparés, vous soyez préparés à cela. Je voudrais répondre à une question très importante à laquelle nous, on a dû faire face. La question est la suivante. Comment gérer les écarts d'âge dans la fratrie quand la question est posée en famille? Alors, il y a plusieurs possibilités. Nous, par exemple, on avait les grands et les petits. C'est-à-dire qu'on avait un groupe de 3 qui étaient les aînés, puis les deux autres qui sont arrivés un peu, pas beaucoup, mais un peu plus tard. Et donc, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on allait donner, quand les 5 étaient devant nous, une réponse qui soit adaptée aux plus jeunes. C'est-à-dire qu'on n'allait pas au-delà de ce que les plus jeunes pouvaient supporter. Puis après, quand on n'était qu'avec les 3 grands, on allait préciser, adapter à des garçons plus vieux la réponse qu'on avait donnée. C'est-à-dire que quand ils sont tous ensemble, pensez à l'intérêt de celui qui est le plus petit, qui est le plus fragile, qui est le plus faible. Donc, ajustez-vous à lui, ou à elle. Puis après, si vous pouvez les prendre en séparés, encore une fois, ajustez bien votre discours à la question et à l'âge de ceux que vous avez ensemble. Bien sûr, il y a une remarque. Bien sûr, on pose la question, qu'est-ce que tu sais toi? Qu'est-ce que tu en as compris au fur et à mesure où le dialogue avance? Bien entendu, c'est une très bonne façon de le faire. Demandez toujours à l'enfant ce qu'il a compris, ce qu'il sait, où il en est, pour lui donner un petit truc en plus. Et bien sûr, on utilise les bons termes. Après, un petit de 1 an et de 2 ans qui va dire comment on fait ou de 3 ans qui va dire comment on fait un bébé, le mot spermatozoïde va lui passer par-dessus la tête, mais vous pouvez tout à fait dire... C'est compliqué déjà. Une petite graine qui s'appelle un spermatozoïde, absolument, absolument. Je suis d'accord avec vous. Encore une fois, adaptez bien à votre enfant là où il ou elle en est et ce qu'ils peuvent comprendre. L'objectif, c'est qu'ils comprennent en fait. L'objectif, c'est qu'ils s'accaparent ce que vous venez de leur donner et puis qu'ils le fassent leur et qu'ils soient rassurés avec. Donc, quand vous sentez que petite graine, ça marche mieux, allez pour petite graine. Puis dès l'instant où vous sentez que votre enfant a mûri, a grandi, puis a plus de capacité à comprendre, faites évoluer votre langage. L'objectif, c'est de ne pas parler un langage bébé à un enfant qui ne l'est plus bébé, mais simplement d'être compris par lui ou par elle. Il y a un langage qui cherche à cacher parce qu'il y a une notion de honte qui s'installe. Donc, après, chaque parent met en place sa stratégie, en fait. Discutez-en ensemble, c'est comme ça qu'on construit sa stratégie. Donc, cet âge-là, des 4-5 ans, l'âge des questions, il est important parce que si on n'y répond pas bien, on risque de créer une certaine naïveté, en fait, dans l'adulte. Et on se retrouve avec des gens qui croient, des adultes qui croient, qu'est-ce qu'on a entendu de trucs qui étaient surprenants On a entendu une fois un homme nous dire que c'est lui qui avait en lui les embryons déjà réalisés, mais en quelque sorte dans un état stationnaire, et que dans l'acte sexuel, il transmettait l'embryon à sa femme et sa femme allait le faire se développer. Ouais. Donc, pourquoi pas? Ça aurait pu être comme ça, pourquoi pas? Sauf que bon, c'est pas du tout comme ça. Donc, on a trouvé chez les adultes des fois une ignorance, que c'est le seul mot avec lequel on puisse se décrire, qui était dommageable pour l'enfant. Ouais. Donc, c'est important. Un autre fruit de la naïveté, avec cette étape qui était manquée, c'est des couples qui, par exemple, n'avaient pas intégré qu'il fallait qu'il y ait pénétration pour que le spermatozoïde rencontre l'ovule. En fait. Et on l'a vu chez des couples jeunes d'une vingtaine d'années et éduqués, des gens qui avaient fait des études à l'université pour les deux.
et même qui était allé jusqu'à avoir une procréation médicalement assistée. Et puis, quand on discutait avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait jamais pénétration. Le mari éjaculait à l'extérieur, en fait, et on pensait que ça marchait comme ça. Je vous assure que c'est possible. Et ce n'est pas arrivé une seule fois, on a rencontré plusieurs couples dans cette situation. Et ce n'est pas du tout pour blâmer les gens, mais c'est pour montrer les conséquences des fois qu'il y a quand cette étape-là est manquée. Surtout quand on a grandi dans des milieux, par exemple, puritains, très stricts, très fermés. C'est en général ce genre de milieu qui générait cette ignorance qui, en fait, était dommageable vraiment pour le couple. Après, on arrive à l'âge de l'école primaire, 5-10 ans, c'est l'âge de la découverte. Alors là, donc c'est là où on va commencer à les aider à poser des limites. La pudeur va s'installer. Donc, un petit 2 ans qui court, c'est mignon. Un petit qui court tout nu, merci, c'est ça que je veux dire. Un petit de 2 ans qui court tout nu, c'est mignon. Un petit de 6 ans qui court tout nu, c'est un peu moins déjà. Et on est vraiment dans cette notion on va commencer à soutenir, encourager la pudeur qui va venir assez naturellement chez l'enfant. Voilà, c'est ça, spontanément. Nous, on a vu nos garçons pendant des années, et là, on parle à des parents. Quand ils avaient fini leurs petits et gros besoins aux toilettes, ils nous appelaient papa, maman, ils chantaient même une petite chanson. Ouais. Et c'était à nous de faire le boulot, de les nettoyer, quoi. Puis arrivé un moment, je me souviens, où mes fils m'ont dit « Non, non, papa, tu rentres plus ». Et donc, c'était venu spontanément. Ils avaient acquis la pudeur et ils voulaient se débrouiller seuls. Et donc, évidemment, il va falloir les accompagner un petit peu au démarrage pour leur apprendre 2-3 trucs. Mais après, c'est une étape qui est complètement spontanée et naturelle et qu'il faut encourager. Donc, il y a une différence entre la pudeur et le fait d'avoir honte. Et les parents jouent un rôle important dans le fait de transmettre cette notion de la pudeur, c'est beau, ton corps t'appartient. Bien sûr, pendant toutes ces années, il faut leur dire et leur répéter que personne n'a le droit de toucher leur corps, personne n'a le droit de toucher leurs organes sexuels. Si jamais il se passe quelque chose, venez, tu viens m'en parler, je ne te gronderai pas, ces mots sont importants. Je ne serai pas fâchée contre toi, ça ne sera pas ta faute, etc. Donc, profitez de toutes ces années de construction de la sexualité impositive pour aussi les mettre en garde et leur expliquer que cette zone-là est privée. Et que même un adulte ayant autorité sur eux, un maître d'école, une maîtresse d'école, un prof de sport, peu importe, mais même un adulte n'a pas le droit de les toucher dans ces endroits-là. Et donc, si quelqu'un leur faisait promettre de ne jamais en parler, ça n'était pas quelque chose avec lequel ils devaient se sentir tenus. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus pour que, si jamais malheureusement quelque chose comme ça pouvait arriver, ils aient déjà des outils pour savoir comment réagir. Ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. Au stade où on en est là, c'est important aussi de parler de la découverte du corps de l'enfant et de ces petits qui se frottent contre leur couverture, qui se frottent contre la ceinture du siège auto, contre le barreau du lit, contre le nounours, etc. La sexualité a été créée par Dieu avec l'objectif de répondre à 2 besoins essentiels, cruciaux que nous avons et que vos enfants et que les enfants ressentent, qui sont... Alors, vous savez, vous avez déjà entendu parler de l'instinct de survie, par exemple. Il y a le deuxième instinct le plus fort dans l'être humain, c'est l'instinct de récompense, réconfort. Et en fait, c'est quelque chose qui, quand un bébé sort du ventre de sa maman, même s'il a encore le cordon ombilical attaché à la maman, eh bien, vous le posez sur le ventre de la maman, vous allez le voir comme un militaire avec les coudes et les genoux remonter le corps de la maman vers sa poitrine pour avoir son réconfort parce qu'il vient de passer par un moment difficile et sa récompense parce qu'il a réussi un grand truc, c'est de naître. Et en fait, le bébé va chercher le lait maternel, quoi. Et ce besoin de réconfort et de récompense, c'est quelque chose qui est très profondément ancré dans chaque être humain. Et quand on est profondément dans une situation d'échec, de solitude, on ne se sent pas bien, on est découragé, etc., on est dans un moment négatif ou bas dans notre vie émotionnelle ou vie tout court, on a besoin d'être réconforté. Ou bien l'inverse, quand on est dans un moment où on a du succès, on a des réussites professionnelles ou personnelles, etc., on a besoin d'une récompense. Et dans ces 2 extrêmes qui représentent un instinct très fort chez l'être humain, on va être naturellement, et c'est comme ça que Dieu nous a construits, donc il n'y a pas de notion de bien ou de mal autour de cela, on va être naturellement porté vers un besoin d'intimité sexuelle qui va répondre aux besoins de réconfort ou aux besoins de récompense.
Donc, des fois, on a des appels au secours désespérés de parents qui nous disent « Mon petit de 3 ans se masturbe ». Non, c'est pas ça qui est en train de se passer. Il ou elle n'est pas en train de se masturber, mais ils sont en train de répondre à un besoin de récompense ou de réconfort. Et il se trouve qu'ils ont dû tomber par hasard une fois sur une stimulation de leurs organes génitaux et qu'effectivement sexuels, et qu'effectivement ils ont ressenti de la récompense ou du réconfort. Donc, si vous voyez un petit qui se frotte, j'utilise les mots qu'on reçoit dans les questions, qui se frotte, qui se masturbe, qui se stimule, pensez à ça. Il ou elle est en train d'avoir besoin de récompense ou de réconfort. Prenez-le dans les bras, discutez avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse, qui t'inquiète, qui te fait faire du souci? Faites-lui un câlin. Faites-lui un câlin, etc. Et on va ensuite voir comment on apprend à canaliser cette énergie. On y arrive à la préadolescence, mais attention, ne paniquez pas, ne leur tapez pas sur la main en disant arrête tout de suite, c'est dégoûtant ce que tu fais. Ouais. Alors si quand vous découvrez votre enfant en train de se toucher les parties génitales, qu'il soit encore enfant, comme on est en train de le dire, ou bien après, même quand ils sont pré-ados, etc., préparez-vous à cela déjà. C'est un phénomène naturel. Vous y êtes passé aussi. Peut-être que vous avez oublié, mais vous y êtes passé aussi. Et en fait, si vous associez une notion de saleté ou de honte, ce qui va se passer, c'est que votre enfant n'aura pas besoin que vous lui disiez 2 fois. Il va intégrer que dans le rapport à l'adulte, c'est-à-dire vous, et notamment à ses parents, en fait, il ne peut pas être en position de vulnérabilité par rapport à vous dans ce domaine-là, donc il va intérioriser la sexualité et il va vous la cacher. Et vous ne serez plus la personne référence vers laquelle il ou elle va spontanément aller pour discuter. Donc, préparez-vous et puis changez votre langage, votre vocabulaire autour de la sexualité, parce qu'elle n'a rien de sale et elle n'a rien de honteux. Ça, ce sont des mensonges qui viennent du puritanisme et qui viennent de l'adversaire. Hein, parce qu'aux yeux de Dieu, la sexualité est pure et sainte. Elle doit être vécue dans le cadre que Dieu nous donne, mais elle doit être pure et sainte. Donc, attention aux adjectifs qualificatifs avec lesquels vous allez accompagner la discussion autour des premiers émois sexuels dont vous aurez pu noter l'existence avec votre enfant. Et puis, on arrive à la préadolescence. Donc là, le corps est en train... OK, on va répondre à la question là. Comment enlever la honte? J'ai du mal à en parler. Dans mon livre, sérieusement, je vous donne plein d'exercices qui permettent de vous aider à faire cela. C'est une très bonne question. Et oui, ça vaut le coup de prendre le temps d'en parler, déjà de revenir à la façon avec laquelle c'est une très bonne conversation entre mari et femme. Comment est-ce que tu as découvert la sexualité? Comment est-ce que toi, tu as découvert la sexualité? Qui t'en a parlé? Comment ça s'est construit? Le fait d'en parler à deux, le fait de faire un travail de guérison là-dessus et le fait de s'entraîner en fait à le dire. Je fais beaucoup rire ou rougir ou agacer, mais avec mes exercices de miroir, mais mettez-vous devant le miroir et entraînez-vous à redire ce que nous on vient de dire, quoi, à dire ces phrases-là. Dieu a créé la sexualité, elle est belle et il a donné un pénis, le vagin, l'orgasme, le plaisir, etc. Entraînez-vous à dire tout cela l'un à l'autre ou devant un miroir si vous êtes seul pour pouvoir travailler là-dessus. Déjà, le fait qu'on en parle ce soir ensemble dans un cadre chrétien, ça vous montre en fait que c'est quelque chose qui est beau et pur et il n'y a pas de notion de péché attachée à la sexualité. Bien sûr, ça peut devenir un péché, mais en soi, il n'y a pas de notion de péché. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit se réapproprier. C'est pour ça qu'une soirée comme celle-ci existe. Et encore une fois, je remercie Famille de foi et Parents pour la vie d'organiser ça parce que ça permet de délivrer justement le discours autour de cela. On s'est fait voler quelque chose. Si vous avez une notion de honte et de gêne, c'est parce que vous êtes victime de ce vol aussi. Et quelque part, il faut être un peu en colère pas contre quelqu'un, mais contre l'état d'esprit qui vous l'a volé, quoi. Et dire, maintenant, ça s'arrête avec moi. Peut-être que moi, on ne m'a pas bien expliqué, mais moi, je veux, à partir de maintenant, ça va être différent. Ça sera différent pour vous, ça sera différent pour vos enfants, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Et le fait qu'on en parle, c'est une étape dans ce sens. Le fait que vous soyez là ce soir, c'est une étape dans ce sens pour qu'on mette de côté cette gêne et cette honte qu'il y avait, quoi. Donc, on a à la préadolescence.
C'est ce qu'on appelle le kiss and run. On va y répondre avec cette question-là. Ouais. On va répondre à la question suivante avec ce point-là. Donc, le kiss and run à la préadolescence, c'est d'un seul coup, eh ben, ils vont se rendre compte que l'autre sexe devient intéressant, en fait. Pendant des années, les garçons, ils ont pensé que les filles, c'était qu'un être qui... Alors, je vais vous faire hurler, mesdames, mais nos garçons disaient ça. Pourtant, je ne suis pas du tout comme ça, mais bon. Ils ont pensé que les filles, c'était que des êtres qui pleuraient tout le temps et qui avaient peur des serpents. Parce que eux, ils faisaient des films avec des serpents. Donc, dans notre frigo, il y avait des cadavres de serpents qu'ils utilisaient pour leurs films. Ils étaient en Asie, hein, dans la jungle. Donc, bon. Mais on ouvrait le frigo, il pouvait y avoir un serpent mort dans le frigo. Il ne fallait pas y toucher surtout, voilà. Parce que c'était un truc important. Donc, on comprend pourquoi les filles, elles n'étaient pas forcément très intéressées par ce genre de jeu. Mais, en fait, les filles, c'était un garçon loupé pour nos garçons. Hein. Oui, c'était assez ça. Quoi. On n'a pas tout réussi dans notre éducation. Tout petit, ils pensaient ça. Mais je vous assure qu'à la préadolescence, ça a commencé à changer. Et ils ont commencé à les trouver jolies et intéressantes, etc. Et donc, c'est important là de les accompagner là-dedans. D'où, on va répondre à la question, donner le bain à un petit garçon de 5 ans avec sa sœur de 2 ans. Bon, vous êtes les parents, c'est vous qui choisissez. C'est vrai qu'à partir de 5 ans, là, ça commence à être un peu grand pour donner le bain ensemble. Mais c'est bien quand il y a frères et sœurs qu'ils voient comment l'autre est fait et que vous puissiez répondre aux questions différentes. Donc, 5 ans, il faudrait que vous choisissiez. Il faut voir si le petit gars, l'aîné des deux, il est, déjà dans la est toujours à l'aise. Et puis, dès l'instant où il dit moi, le bain avec ma sœur, je n'ai plus trop envie, vous respectez ça tout de suite. Faites attention aux questions, elles sont très rigolotes. Moi, j'ai une expérience assez traumatisante. Ouais. J'avais une sœur aînée et je me rappelle sans doute du dernier bain où j'étais tout nu avec elle. Et j'ai vu qu'elle n'était pas faite comme moi. Et j'ai demandé à mes parents, qui sont d'autres générations, et pour rire, ils m'ont dit qu'elle n'avait pas été sage et qu'elle, on lui avait coupé, quoi. Et alors moi, je me suis dit, ouh là là, j'ai intérêt d'être sage si je veux pas qu'il m'arrive la même chose. Traumatisée, mon cher. Je voyais bien que ma sœur était en train de rire, donc j'avais l'impression qu'elle n'était pas tant traumatisée que ça. C'est pas une bonne idée. Mais quand même, quoi, ça m'a mis des doutes et j'étais pas très rassuré, quoi. Mais le fait qu'elle rie m'a un peu aidé, mais bon, ne faites pas ça. Bah ouais. Parce qu'en fait, je ne peux pas dire que ça m'a marqué à vie, mais pendant longtemps, je me suis dit, oulala, en fait, il va m'arriver des bricoles si je ne suis pas sage comme il faut, quoi. Donc là, on est encore plus dans la découverte de l'autre, cette fois-ci, de soi et de l'autre. Donc là, on commence à avoir des questions plus précises. Tu veux raconter la question d'Adam ? Alors, quand nos garçons sont arrivés à la préadolescence, donc on avait 5 garçons en 6 ans et demi, je prenais à peu près une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, je les prenais un par un. Et je voulais en fait que ce soit, je voulais être la personne refuge pour eux quand ils auraient des questions sur la sexualité. Et donc, on s'asseyait ensemble, je m'asseyais au même niveau qu'eux, c'était pas papa t'enseigne, c'était on parle ensemble. Et on a parlé de l'adolescence, on a parlé du rush hormonal qu'ils avaient dans leur corps. Tous nos garçons, quand ils sont arrivés à la puberté, à cause de la testostérone, avaient des crises de colère. Et tous m'ont dit, papa, j'avais l'impression que je devenais fou. Je ne savais pas d'où venait cette colère, mais alors je leur ai expliqué. Cette colère, ce n'est pas que tu es en train de changer de personnalité, c'est la testostérone en toi qui te rend plus agressif. Donc ils étaient tellement soulagés. Ils m'ont dit, tu ne peux pas savoir comment ça m'a aidé, j'avais peur de ce que je devenais. Donc je leur ai dit, bon, ça n'a pas toujours été parfait, mais je leur disais comment faire quand ils sentaient qu'ils devenaient agressifs. Et puis, ces discussions s'établissaient, et gardez à l'esprit que nos enfants ont grandi dans un pays du tiers-monde. Et l'un de nos fils, je ne vous dirai pas lequel évidemment, mais il est marié aujourd'hui, un jour vient vers moi avec le visage très grave. Et je lui dis, bah, comment ça va? Tu veux me parler? Il me dit, oui, j'ai une question super importante. Je dis, d'accord. Il me dit, papa, quand je serai marié, quand mon pénis sera dans le vagin de ma femme, voilà, j'ai compris qu'on était parti pour une discussion sérieuse. Il m'a dit, est-ce que une fois que, quand j'ai mis ma graine en elle, etc., est-ce que je vais rester coincé avec elle pendant 9 mois sans pouvoir me détacher, et c'est le bébé qui va me pousser dehors? Pourquoi il me posait une question comme ça? Il était sérieux. Hein? Il était super grave, et il a fallu que je me morde les joues pour ne pas éclater de rire, quoi. Parce que si je m'étais mis à rire, je l'aurais perdu. Parce qu'en fait, il a grandi en voyant les chiens dans les rues
Copuler. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand les chiens sont en train de copuler, le pénis du mâle est coincé. Je vois, il y a un chien qui nous écoute là en ce moment. Quand c'est fini après, ouais. Le pénis est coincé et le mâle se retrouve pendant une dizaine de minutes à avoir très mal puisqu'il pousse des hurlements et il est coincé dans la femelle. Ce sont les arrières attachées. Et on avait eu des chiens, puis il y en avait plein les rues. Et donc mon garçon s'était dit, prenant appui sur ce qu'il avait vu chez les chiens, s'était dit mais ça va être terrible, je vais rester 9 mois coincé dans ma femme au lit et à rien pouvoir faire d'autre, quoi. Et ça lui créait des angoisses en lui. Donc j'ai sorti un papier, un crayon, et je me suis retrouvé à faire des dessins de pénis, à faire des dessins de vagin, etc., pour expliquer en fait ce qui se passait. Ça peut paraître rigolo, mais en fait, ça a répondu à son inquiétude, ça lui a apporté un éclaircissement qui était en fait essentiel à ce moment-là pour lui, quoi. Donc, soyez prêts à ce genre de questions graves. Ouais. Et c'est aussi la préadolescence, le moment où on peut avec les enfants, garçons et filles, leur apprendre à canaliser cette énergie sexuelle qui est en train de naître en fait. Et on canalise l'énergie sexuelle avec des activités physiques. Chez les garçons? Alors, les garçons, bon, ils peuvent faire toutes sortes de sports, ils peuvent aller courir c'est bien, ils peuvent aller faire du foot et autres, mais en fait, il y a 2 activités qui vont vraiment aider un garçon. C'est tout ce qui va les aider au niveau des épaules et des pectoraux. Pourquoi? Parce que les épaules et les pectoraux, quand on les travaille, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des pompes et des tractions. Eh bien, ça va libérer une hormone qui est un cocktail hormonal qui est semblable, pas similaire à 100%, mais semblable à l'éjaculation, à ce que l'éjaculation libère dans le corps de l'homme. Donc, ben, vous dites à votre enfant, voire messieurs les papas, vous le faites avec eux, ça ne peut pas faire de mal. Vous allez faire des pompes avec vos fils et des tractions. Vous allez vous acheter ces petites barres qui s'accrochent en haut des portes. Et puis, quand ils ont un besoin, vous leur montrez, vous dites, allez, tu fais des pompes avec papa, et vous allez faire au début 2 ou 3, puis vous allez mourir par terre, puis après, ou pas, ou 4 ou 5, puis 10, puis 20, puis vous allez avoir les épaules qui se développent. Et puis, ça va vraiment apprendre à votre garçon que quand ils ont une pulsion, ils n'ont pas à s'y soumettre, mais par contre, ils ont... mais vos portes vont pas casser, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais vous verrez que en fait, vous allez développer une habitude chez votre gars de faire du sport dès qu'il sent qu'il a des pulsions qui deviennent trop fortes. Et chez les filles, tout ce qui va être danse, musique, etc., va lui faire du bien aussi, donc danser avec elle pour l'aider à canaliser cette énergie. Quand vous avez un enfant qui stimule ses organes sexuels par besoin de récompense et de réconfort, ou alors parce qu'ils ont pris une habitude, etc. Oui, parce qu'ils ont pris une habitude, n'hésitez pas à les aider à rediriger vers ces activités physiques. Je vous assure que ça fait un bien fou à votre jeune ado, pré-ado, à votre petit, de vivre ça avec vous. Vous allez voir que dans un coup, ils vont comprendre que c'est beau, qu'on peut le canaliser, qu'on n'est pas esclave de nos pulsions. Encore une fois, rappelez-vous, quand ils ont 2 ans, ou 3 ou 15 mois, ils ont appris à être propres. C'est la même idée. On apprend à le canaliser. Et il y a quelqu'un qui dit à mon fils de 17 ans, j'ai pas dit tout ça. 17 ans, j'ai pas dit tout ça. Ça vaut le coup d'ouvrir la conversation. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de parler de sexualité, ça peut être embarrassant et gênant. Peut-être qu'il faut réapprivoiser l'ado, là, parce que 17 ans, à mon avis, il sait déjà plein de trucs. Mais ça peut valoir le coup de réouvrir la conversation si vous en avez envie. Si pour le fils de 17 ans, si vous ne l'avez pas fait, ok. Eh bien, essayez de faire un truc avec, si c'est un garçon, avec lui, mais une fille, ce serait pareil, quelque chose que lui ou elle, il aime. Aller sur son terrain et puis bien engager la conversation tout doucement en disant peut-être je te demande pardon. Je réalise avec le temps que je n'ai pas été là pour certains trucs, notamment te préparer à tout ce qui est sexualité. Et puis engager la conversation peut-être en disant écoute, est-ce que tu aurais des questions par rapport à ça? Et bon, vous n'allez pas tout déverser en une fois. Soyez sage, ça va se faire par étapes, ça va dépendre de la personnalité de votre enfant. Mais vous pouvez toujours dire, écoute, je veux être là pour toi. Et plus vous allez le faire sur son terrain, plus l'enfant, enfin l'ado, là, sera disposé à s'ouvrir petit à petit. Ne mettez pas de pression, laissez l'ado s'ouvrir à son rythme, mais simplement, soyez là concrètement
en ayant peut-être des repas ensemble, des balades ensemble, en fonction de ce que l'ado aime, quoi. Comment est-ce qu'ils parlent pas forcément de pulsion? C'est vrai que les enfants, les ados, pré-ados, n'ont pas forcément les mots pour expliquer ce qui se passe. On s'en rend compte chez les gars quand il y a ces poussées de colère et d'énervement et ces espèces de crises de nerfs là. Ça, c'est une poussée de testostérone, donc vous pouvez être garanti qu'ils se débattent avec un truc sexuel, une pensée sexuelle, parce que à chaque fois qu'il y a une poussée de testostérone, chez les jeunes ados, c'est toutes les 15 minutes à peu près, et ben boum, ils peuvent avoir une pensée sexuelle qui leur traverse l'esprit et il faut qu'ils apprennent à la gérer. Et chez les filles, c'est des moods, on dit en anglais. Comment on dit en français? Les émotions. Les émotions, là, un coup elles pleurent, un coup elles rient, un coup elles sont tristes. Ces émotions qui montent et qui descendent, c'est souvent ça. C'est hormonal, c'est d'ordre sexuel qui est en train de se mettre en place. Alors, quelqu'un demande, est-ce que ça doit être forcément le papa ou la maman? C'est mieux quand c'est le papa pour les garçons. C'est mieux quand c'est la maman pour les filles. Au niveau technique. Au niveau technique, maintenant, s'il n'y a pas de papa ou bien pas de maman, on peut soit avoir quelqu'un dans la famille de confiance, s'il vous plaît, de confiance, qui peut remplir le rôle de l'autre côté. Sinon, si la maman est toute seule, elle peut faire les deux, bien entendu. Et bien sûr, il n'y a aucun problème. Et bien sûr qu'il y a des conversations croisées. Eric expliquait à nos fils comment leur pénis fonctionnait, leurs érections fonctionnaient, etc. Et avec moi, il discutait de comment ça fonctionnait chez les filles, les règles, comment est-ce que tout ce système du cycle se met en place. Et puis, oui, il y a des conversations croisées. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Chacun selon les relations qui sont mises en place dans la famille. Le référent de base, d'une manière logique, mais ce n'est pas obligatoire. Non. Pour les garçons, sera plus le papa, pour la fille, sera plus la maman. Mais comme Rachel l'a dit, nous, on a eu des discussions avec nos enfants, des fois tous ensemble, tout le monde ensemble, quand ils étaient tous adultes, où on va parler de choses très, très crues, très concrètes. Et en fait, ils avaient besoin, avant de se marier, pour ceux qui le sont, eh bien, quand ils avaient besoin de poser des questions sur le corps de la femme, ils allaient avec leur maman en parler, etc. Sinon, pour être préparé du côté des hommes, moi, j'ai eu le privilège de préparer mes 3 fils qui sont mariés à la nuit de noces. Ils m'ont dit, papa, maintenant j'y suis, dis-moi tout ce que je dois savoir, etc. Et c'est vraiment un privilège. C'était l'aboutissement, en fait, d'années de préparation. Mais on en a discuté parce que c'était déjà là, la discussion était déjà là depuis longtemps. Et pour le petit de 10 ans qui n'est pas toujours propre, moi, je vais vous encourager à consulter, en fait, parce que là, c'est tard quand même. Donc, consultez, par exemple, avec thérapeute, votre médecin généraliste, ça dépend qui est autour de vous. Mais ça vaut le coup de consulter. Il peut y avoir un problème physiologique, mécanique, ça peut être ou psychologique, ça peut être intéressant. Ouais. Et le petit de 10 ans qui n'est pas de pudeur installée aussi, ça fait partie des choses qu'en tant que parent, on transmet à nos enfants. Hein. Si ce n'est pas venu, naturellement, ça vaut le coup d'en parler avec lui, si c'était un garçon, je ne sais plus. Donc, oui, garçon, il me semble. 10 ans, il est temps de s'occuper de la propreté et de la pudeur à installer. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider s'il y a besoin. Et on va arriver à l'adolescence avant 13 ans. Alors 13 ans, pourquoi 13 ans? Parce que 13 ans, c'est l'entrée dans l'adolescence. Les teenagers en anglais, donc 13 ans. Il y a plusieurs choses très importantes, je pense que ce sont des repères pour les parents. J'espère qu'on peut aider nos enfants à comprendre qu'à l'âge de 13 ans, ils savent que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu, que c'est quelque chose de beau. Toute cette notion de sainteté, de beauté, de spiritualité, etc., il faut qu'il l'ait entendu, qu'il l'ait compris. C'est important de les aider à comprendre que la curiosité, elle est normale aussi. C'est normal qu'ils sachent comment leur corps fonctionne. N'hésitez pas à discuter très technique de comment votre fille, elle est construite, aidez-la à comprendre comment ses organes génitaux fonctionnent, extérieurs, intérieurs, les garçons, montrez-leur comment tout ça fonctionne. Il faut que la curiosité soit encouragée et qu'elle soit classée comme quelque chose de normal, accompagnée comme quelque chose de normal. Il faut qu'ils sachent aussi que ces sensations sexuelles, ces pulsions sexuelles, elles sont bonnes. Il faut juste apprendre à les canaliser. Elles sont bonnes, elles sont un cadeau de Dieu et il y a des moyens de les canaliser. Ne les encouragez pas à vous cacher ou à éteindre et à verrouiller et à fermer parce que c'est là qu'on a des difficultés. Et n'oubliez pas de leur dire qu'ils sont responsables de leur choix. Tant qu'ils sont, et vous le savez si vous avez des ados, mais avant que l'adolescence arrive, vous êtes les héros. Hein. Puis après, vous êtes les zéros pendant un temps. Et ce n'est pas une fatalité. Hein. Mais je veux dire, à un moment donné, ils vont mettre ils vont
rechallenger ce que vous leur avez appris. Et à 13 ans, il faut qu'ils sachent que leurs choix ont des conséquences. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire, voilà, choisis le bien, choisis le mal. Il y a le bien, il y a des choses qui vont être bonnes pour toi et d'autres moins bonnes pour toi. Mais sache qu'il va y avoir des conséquences à tes choix. Et ça fait partie des valeurs importantes de l'éducation. Laissez vos enfants comprendre que leurs choix vont avoir des conséquences. Tu peux choisir de faire cela, et ben, ce qui va avec ce choix-là, c'est ça. Puis ce qui va avec ce choix-là, c'est ça. Et c'est toi qui choisis. Toute l'éducation positive qui encourage, elle va dans ce sens-là aussi. Aidons nos ados à savoir que c'est leur corps, Dieu leur a donné un capital en tant qu'être sexué, il y a le respect de l'autre, enseignez-leur le respect de l'autre. Dès cet âge-là, à l'adolescence, il faut qu'ils sachent que je ne prends pas ce que je veux, je n'embrasse pas une fille si j'en ai envie. Il y a toute cette notion de respect de l'autre qui est importante. Et n'oubliez pas le contexte de la sexualité. Alors, est-ce qu'on peut avoir des supports visuels pour en parler? Absolument. Oui. Mais vous regardez avec votre conjoint, entre époux, vous regardez ce qui vous semble approprié. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez utiliser un support visuel avec lequel vous vous sentez confortable. Des ados ne vont pas avoir forcément envie de partager, de parler de leurs impulsions, c'est vrai. C'est pour ça que ça peut être à vous d'en parler avant, de préparer le terrain en disant, tu sais, en fait, tu es dans la période de ta vie où tu vas avoir le plus d'hormones qui se répandent dans ton corps, ce qui peut créer des pulsions. Donc, je ne sais pas si ça t'arrive, mais au cas où, sache que, puis vous expliquer. Comme ça, s'ils en ont, ils seront rassurés, parce qu'ils en ont de toute façon. Mais s'ils n'ont pas envie d'en parler, ben vous aurez quand même abordé le sujet. Problème du pipi au lit pour les garçons, c'est vrai que ça peut durer plus longtemps que pour les filles. Il peut y avoir des problèmes mécaniques, donc n'hésitez pas à consulter avec un pédiatre, par exemple. Oui, à accompagner, célébrer les nuits sèches, absolument. Voilà. Il y a plein de choses à faire pour les aider, mais ça pourrait faire une intervention à elle entière, en fait. Donc, voilà, on n'est pas dans le cas d'accompagner les parents dans ce cas-là, mais oui, n'hésitez pas à consulter des gens qui vont pouvoir vous aider à accompagner l'enfant. Il y a plein de méthodes pour aider un enfant à ne pas vivre ça comme une honte, etc., avec les sorties chez les copains. Il y a plein de façons d'aider un enfant qui a cette difficulté-là, absolument. Différence entre découverte de son corps et masturbation. Ben oui. La masturbation est-elle un péché? Alors, vas-y. Non, vas-y, mon chéri. Alors, comme on l'a vu, je vais continuer de prendre l'exemple d'un petit garçon ou une petite fille, ça s'applique aussi bien. Mais pour un petit garçon particulièrement, à un moment donné, quand les hormones commencent à faire leur travail, le petit garçon va se réveiller, des fois en pleine nuit, des fois le matin, avec une partie de son corps qui semble avoir une vie indépendante de sa volonté, à savoir qu'il va se retrouver en érection et il ne va pas comprendre pourquoi. Le petit garçon, mais la petite fille, encore une fois, peut avoir des choses similaires, va spontanément aller toucher cette partie de son corps et en touchant son sexe en érection, il va y avoir un moment de plaisir. Et donc ce moment de plaisir, parce que c'est agréable, vous vous rappelez, réconfort, récompense, ça va enclencher, parce que la sexualité vient se greffer sur l'instinct de récompense, réconfort, et bien la sexualité va s'enclencher comme ça. Donc, ce qu'il est important, c'est d'avoir bien préparé le terrain, bien expliqué, mais pour nous, la masturbation n'est pas automatiquement un péché. Et je sais que je peux choquer certains d'entre vous en disant cela, mais vous pourrez chercher dans l'Écriture, vous ne trouverez pas dans la Bible un texte qui supporte le fait que la masturbation soit un péché. Je ne suis pas en train de dire que je ne l'encourage pas. Et par contre, la masturbation peut ouvrir la porte au péché et devenir un terrain très glissant très rapidement. Donc, effectivement, il faut faire attention, mais elle ne l'est pas forcément. Et certains d'entre vous pensez à cet homme de l'Écriture à Onan, qui en fait a été tué par Dieu parce que il semblait se souiller à terre. En fait, ce dont l'Écriture parle ici, c'est d'un homme qui ne voulait pas donner une descendance à sa belle-sœur qui était veuve. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était une obligation pour donner une descendance à son frère qui était décédé. Et quand Onan se souillait à terre, dans le texte biblique, en fait, c'est qu'il pratiquait le coitus interruptus. Ce n'était pas une masturbation, c'est qu'il éjaculait sur le sol pour ne pas éjaculer dans le ventre de sa belle-sœur, très concrètement et très crûment. Donc, il n'est pas du tout question ici de masturbation. En fait, il n'y a pas de texte qui parle de la masturbation dans l'Écriture. Donc, la masturbation devient dangereuse quand on doit associer des images ou des pensées
de personnes extérieures qui viennent stimuler la sexualité. C'est là qu'on peut accompagner et aider nos ados. Toute cette notion de canaliser l'énergie sexuelle va les aider à pouvoir trouver d'autres moyens de se sentir, voilà, la convoitise, etc., de se sentir mieux, en fait, de faire évacuer cette pression qui est extrêmement violente, en fait, quand on est ado. On a oublié, mais c'est extrêmement violent, ces pulsions sexuelles. Donc, on peut, tout comme on accompagne un enfant à apprendre à être propre, on peut accompagner notre jeune ado à vivre sans masturbation, bien sûr, et à célébrer, pareil, les périodes où ça s'arrête, etc. En fait, être un partenaire avec lui, ça va être des atouts pour l'aider à ne pas s'enfermer être prisonnier, en fait. Nous, on a vu des attitudes puritaines amener des gens à se suicider en école biblique parce qu'ils avaient un problème de masturbation et qu'ils pensaient qu'ils étaient séparés de Dieu à cause de ça. Donc non, la masturbation, ce n'est pas un péché qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas un péché plus gros qu'un autre. C'est à la base un phénomène naturel de découverte du corps qui peut emmener un apaisement des tensions, justement. Et j'irais jusqu'à dire que même si je crois vraiment qu'il faut apprendre à vivre sans elle, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des addictions à la masturbation, absolument, et ça peut entraîner, si la masturbation devient addictive et chronique, ça peut entraîner des problèmes dans la sexualité de l'adulte, même une fois marié. Il peut y avoir des problèmes d'éjaculation précoce, des problèmes de désir avec l'autre qui n'arrivent pas. Donc, c'est important d'apprendre à l'adolescent que c'est possible de vivre sans et à prendre le contrôle de ses pulsions et le contrôle de son corps. Mais s'il vous plaît, de grâce, n'imprimez pas, ne condamnez pas, n'imprimez pas le péché, un péché automatique. Et je pense, et peut-être que je vais faire hurler certaines d'entre vous, et pardonnez-moi, mais je pense qu'à certains moments, quand l'ado ne peut plus contrôler, on peut lui dire, écoute, si c'est accidentel et que tu t'en débarrasses en ne pensant à rien, c'est un pis-aller, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Encore une fois, il faut continuer la démarche d'apprendre à gérer ton corps, d'apprendre à trouver des solutions qui sont meilleures que cela, mais ce n'est pas la fin du monde si ça arrive. Surtout si les pensées étaient vides, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas avec des images, etc., où là, c'est un péché. Et là, on est d'accord. Si on introduit des images, etc., et des fantasmes, là, ça devient un péché. Quand on parle quand on fait des conférences avec des ados, et qu'on explique aussi les conséquences négatives, néfastes de la masturbation, qui sont éjaculation précoce après, sentiment de honte, difficulté à construire une relation sexuelle avec l'autre, avec le conjoint, la maladie aussi, le PIED, Porn Induced Erectile Dysfunction. La dysfonction érectile induite par la pornographie. Voilà, c'est-à-dire que des hommes n'arrivent pas à avoir d'érection en dehors d'images, en fait, d'images ou de films. Quand on explique tous ces dangers de la masturbation, de la pornographie aux ados, ils intègrent cela dans leur réflexion et ils travaillent à vivre sans. Oui, je vois des recommandations de livres qui sortent, c'est super. Ben oui, il y a des ressources. Hein. En 2021, on va sortir une version parent-enfant de mon livre. Donc, ça va sortir bientôt. C'est très bien. C'est important de trouver des bonnes ressources. Et il y en a, merci pour ceux qui ont mis des titres. Super. Ça va? Vous êtes toujours avec nous? Oui? C'est bon? Ok. Alors, ensuite, on arrive à la dernière partie de ce qu'on veut couvrir. Je surveille l'heure qui est sur ma gauche. Je surveille l'heure qui défile. Si vous nous connaissez, vous avez déjà, j'espère, entendu parler de notre échelle de l'amitié et de la ligne rouge. On vous a perdu. Ok. Bon, ça va sans doute revenir. Oui, voilà. Vous avez sans doute entendu parler de l'échelle de l'amitié et de la ligne rouge. Je vais vous expliquer, puisqu'on est entre nous, n'est-ce pas? On n'est pas beaucoup, hein, quelques 150 et quelques, hein, c'est super. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, on l'a mis en place. Quand on vous a dit, on a eu 5 fils en 6 ans et demi, donc, à un moment donné, ils étaient tous ados, hein. Ils sont tous arrivés presque à l'adolescence en même temps, et boum, d'un seul coup, on avait 5 ados à la maison, ce qui faisait de grands dîners avec des plats de pâtes. À un moment donné, on cuisinait 1 kilo de pâtes quand on faisait pâtes, hein, et 100 crêpes tous les mercredis soirs. C'était notre vie de parents d'ados. Il est mangé avec du Nutella, bien sûr. Voilà, donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va
bien les aider à comprendre la construction avec les filles, l'amitié, la sexualité, le cadre que Dieu veut, sans avoir l'air de leur dire fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et je pense que c'était une révélation de Dieu. Et donc, l'échelle de l'amitié et la ligne rouge est sortie de nos recherches et de nos temps de discussion et de prière pour nos enfants, qu'on a partagé maintenant avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc, c'est facile d'expliquer la sexualité, le cadre de la sexualité voulue par Dieu à nos enfants, quand on comprend que le cadre protégé de la sexualité n'est pas une loi morale, mais une loi naturelle. Physique. C'est interdit, c'est pas bien, il faut pas que, il faut qu'on. Mais écoute, Dieu a prévu, comme la gravité, des lois naturelles qui permettent de nous protéger et de gérer pour notre bonheur, notre sexualité. Et quand on explique ça aux enfants avec cette construction de l'amitié qui se passe sur 6 étapes, je le fais rapidement, on pourra répondre à des questions, mais le côté intellectuel, le côté social, fun, qui peut se vivre en groupe, c'est génial de découvrir pour nos fils les filles, etc. Comment est-ce que les relations fonctionnent, excellent endroit sécurisé pour que les jeunes connectent. Nous, on a encouragé nos fils à avoir des copains et des copines, quoi, aller découvrir, aller créer des relations d'amitié, c'est hyper important. Et puis ensuite, il y a cette notion de connexion au niveau émotionnel, spirituel, cette notion d'exclusivité, que quand deux âmes se construisent une relation d'exclusivité, les âmes vont s'attacher, les esprits vont s'attacher, et on va se retrouver dans une limite qui risque de nous faire basculer au niveau physique. La notion de la ligne rouge dans le cœur de chaque jeune femme au monde, ou pas jeune d'ailleurs, Eric me dit tout le temps, elles ne sont pas forcément jeunes. Oui, les femmes et les filles du monde entier ont cette notion de je ne veux pas aller plus loin que ça au niveau physique. Je suis content de voir quand on l'a expliqué à Vevey, ça a bien marché. Super, ouais, on est très heureux. C'est chouette. Je suis sûr que dans le Jura bernois aussi, ça a bien marché. Je vous assure que ça marche, je vous assure que ça marche. Prenez le temps d'écouter, il y a plein d'endroits où vous pouvez nous entendre dire ça. Maintenant, plein de gens l'enseignent, c'est génial. Prenez le temps de bien l'intégrer, bien le digérer pour l'expliquer à vos enfants, en fait. Donc, cette notion de ligne rouge, expliquer aux filles comment mettre des mots dessus, expliquer aux garçons comment protéger la ligne rouge de leur bien-aimé. Et je vous assure que ça change la vie des ados. Il y a une question sur les transgenres et les LGBT. Est-ce qu'il existe des livres chrétiens qui en parlent bien dans la francophonie? Je ne sais pas. On va être tout à fait honnête, ce sont des questions d'une extrême complexité et il ne faut pas qu'elles soient taboues dans le monde chrétien. Je pense que, alors c'est simplement moi qui le dis, mais je pense que si ces communautés LGBTQ, etc., sont tellement dures aujourd'hui avec l'Église, c'est aussi parce que l'Église, au démarrage du sida, dans les années 81 et suivants, a été tellement dure vis-à-vis de ces gens-là qu'en fait, on a un peu le retour de la monnaie de notre pièce, quoi. Donc, ce sont des questions d'une grande complexité, ce sont des questions éthiques qu'on ne peut pas éviter. Et donc, il faut en parler, il faut s'asseoir et discuter, comme on le fait ce soir. Il n'y a pas une homosexualité, mais autant d'homosexualité qu'il y a d'homosexuels. Et il faut prendre avec beaucoup de sérieux ces questions de personnes qui sont mal dans leur identité. Faire attention aux réponses toutes faites et toutes fabriquées. La conversion d'un homosexuel ne veut pas dire que l'homosexuel va devenir hétérosexuel. C'est une erreur très, très classique que l'on fait régulièrement. Et ce sont toujours des personnes qui sont en souffrance et qui méritent notre amour, qui méritent notre écoute, et que l'on puisse leur parler de l'amour de Jésus sans juger ce qu'ils ou elles vivent, sont toujours de grands combats intérieurs. Alors, est-ce qu'il y a des livres? Je vois que quelqu'un a posté un article, merci. Oui, il y a tous les livres de Sam, son nom de famille ne me revient pas, mais oui, il y a des livres, voilà, merci, Sam Albury, c'est ça. Voilà, ouais. Voilà, merci, c'est ça. Il y a des bons livres, hein. Oui, il est bien son livre-là, absolument. Voilà. Donc, malheureusement, il y en a peu. Il faut toujours faire attention que le livre soit bien. Il y a eu des livres qui vaudrait mieux brûler que de lire, hein. Donc, encore une fois, ce qui doit nous conduire, c'est l'amour de Christ. Quand on vient à Christ, il nous prend tel que nous sommes, et puis après, on chemine avec lui. Certains vont comprendre certaines choses très vite, d'autres vont mettre plus d'années. Regardons à nous-mêmes, on n'a pas tout compris le jour de notre conversion. Donc, avoir de la compassion et de la patience et faire confiance au Saint-Esprit, c'est vraiment, vraiment essentiel pour tous les thèmes des transgenres ou bien de l'homosexualité.
Voilà, on vous a brossé un peu à un rythme élevé comment réfléchir et comment aborder la sexualité avec les enfants en faisant un petit peu le voyage dans l'enfance. Dans l'enfance, après, on a bien sûr aussi le gap entre l'ado qui est mûr au niveau sexuel et puis le temps où il va rester célibataire. C'est tout un autre débat, encore une fois. Mais bon, investissez, on va ouvrir aux questions. Hein. J'imagine qu'il y a des questions qu'on n'a pas traitées. Investissez dans vos enfants. Si vous vous dites en nous écoutant ce soir, mince, on a loupé des étapes, avec Dieu, on peut toujours recommencer, revenir sur un sujet, réapprendre avec nos enfants, récupérer des étapes qu'on aurait manquées. C'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et surtout, pour conclure quelque part et répondre à la question pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on parle de sexualité avec nos enfants, vous êtes leurs parents. Et même si vous avez loupé des étapes, vous restez leur papa ou leur maman et vous aurez toujours une influence prépondérante. Ne laissez pas la chaise vide. Vous êtes irremplaçable. Même si vous avez loupé des étapes, vous restez irremplaçable. Vous pouvez toujours demander pardon. Vous ne perdrez jamais d'autorité avec votre enfant adulte si vous lui dites « Mon garçon ou ma fille, je me suis planté, j'ai loupé des trucs, je veux te demander pardon. » Parce que votre enfant saura que vous êtes vrai. Donc, ne pensez jamais, ne jetez pas l'éponge, ne vous dites jamais que c'est trop tard. C'est jamais trop tard, même si c'est sûr qu'on peut avoir quelques regrets. Mais en tout cas, soyez investis, soyez intentionnels, ça commence par la prière, et puis jetez des ponts, faites des choses avec eux, allez sur leur terrain et tendez-leur des perches. Et la meilleure des perches, c'est de dire je n'ai pas été une maman ou un papa aussi bon que j'aurais dû, je te demande pardon. Et vous verrez que ça démarrera des conversations et vous vous en réjouirez à un moment donné. Vous ne regretterez pas d'avoir eu cette démarche. Christian, Fabienne, alors il y a plein de questions qui viennent maintenant. Il va falloir que vous choisissiez. On peut parler de la ligne rouge plus en détail. Dites-nous ce que vous préférez, Christian et Fabienne. Déjà, vous dire merci beaucoup pour le partage de votre cœur, le partage de ce que vous avez compris de la part du Seigneur. On a bien senti aussi que vous êtes en route, mais il y a déjà une grande expérience. Et puis c'est vrai, votre partage aide. Et on a ce cœur commun de dire que et dans les familles et dans l'Église, il est vraiment temps de parler de sexualité, de ne pas avoir honte de parler de ce que le Créateur n'a pas eu honte de créer, en fait. Et c'est vraiment bien de pouvoir en parler comme ça. Les questions, c'est vrai, peut-être la ligne rouge encore, ça revient plusieurs fois. Hein. Est-ce que la ligne rouge... Je sentais bien que ça allait revenir. Eh ben, c'est là. C'est pour vous regarder. C'est pour vous garder attentif. Alors, là, on explique. Allez, on y va. Tu veux démarrer? Non, mais okay. Bien évidemment, quand on explique la ligne rouge aux jeunes, c'est important de replacer le cadre de la sexualité. Donc, c'est vraiment tout ce qui va mettre en action les organes sexuels va être trop loin par rapport au cadre de la sécurité que Dieu a prévu pour les relations sexuelles. Nous, on a vu, alors c'est les Américains, hein, c'est pas les francophones, bien sûr, mais on a vu des jeunes qui nous disaient, ici aux États-Unis, mais si la fille ne peut pas tomber enceinte, alors c'est c'est pas du sexe. Donc, sexe anal, sexe oral, allons-y, quand on a 11-12 ans, 13 ans dans les couloirs, dans les toilettes du collège ou du lycée, on y va à fond parce que si on ne peut pas tomber enceinte, c'est que ce n'est pas du sexe. Évidemment, ça, c'est des traces c'est des restes du puritanisme. Hein. Le sexe, ce n'est pas que pour faire des bébés. Mais vous voyez comment le puritanisme peut abîmer chez les ados, là, si elle ne peut pas tomber enceinte, ce n'est pas du sexe, on peut y aller à fond. Non, tout ce qui met en route les organes sexuels va être trop loin par rapport à la ligne rouge. Mais la ligne rouge, elle est plus subtile que ça, en fait. Chez certaines jeunes filles, ça va être, moi, je choisis de ne pas, je veux pas qu'il m'embrasse passionnément quand on est seul dans la maison. Je veux pas qu'il touche ma peau nue. Je voudrais pas qu'il touche ma poitrine ou voilà, ou qu'il mette la main à cet endroit de mon corps avant qu'on soit dans la sécurité de l'alliance. Aider la jeune fille, sa fille à formuler ça, c'est important pour elle parce que ça va lui donner aussi cette notion de respect qu'elle peut demander en fait, elle peut demander à celui
avec qui elle veut construire une relation, etc. Donc, l'aider à mettre des mots dessus, ça va être très, très important pour sa construction de femme. Et je dirais, le drame avec la ligne rouge, c'est que souvent, une jeune fille va se rendre compte d'où était localisée sa ligne rouge quand elle aura juste été franchie. Elle va se dire « Oh, mince, je ne voulais pas aller aussi loin, mais c'est trop tard, ça vient d'être franchi. » D'où l'importance de l'enseigner aux jeunes filles et de leur dire, quand tu démarres une relation où tu penses que cette relation, vous avez tous les deux envie que cette relation aboutisse à un mariage, eh bien, une fois que les 3 premières étapes, vous savez, intellectuelles, sociales, récréationnelles, sont franchies positivement, c'est le moment où il faut poser des questions à Dieu, le moment où il faut prendre du temps, réfléchir, parler avec l'autre. Et puis après, si on veut s'engager dans une relation exclusive, émotionnellement, spirituellement, eh bien, à ce moment-là, la jeune fille doit dire à son futur, voilà, ma ligne rouge, c'est ça. Et pour les jeunes hommes, enseignez-leur la ligne rouge. Dites-leur que les conséquences sont, si elle était franchie, sont, vous aurez une femme qui ne sera pas votre meilleure amie, vous aurez une femme qui désirera vous contrôler, qui n'aura pas confiance en vous et qui n'aura pas d'appétence sexuelle pour vous. Donc, il n'y a aucun homme qui voudrait se marier avec une jeune femme, avec une femme comme ça. Donc, c'est leur intérêt à eux de demander la ligne rouge et ensuite d'en être le protecteur jusqu'au moment où ils consommeront après le mariage. Donc, c'est vraiment super important que les gars se sentent impliqués dans cette protection. Après, je vois deux questions qui passent. Si on est encore OK avec le temps, on va y répondre. La notion de petite amie, etc., je crois que c'était 14 ans. Je vous rappelle que vraiment, on veut vous encourager à ce que vos ados, ils aient en main les cartes, les mains, j'allais mélanger, en main les cartes pour pouvoir prendre leurs décisions au niveau de leur sexualité. Équipez-les et puis ensuite lâchez les rênes. Vous les équipez au maximum tant que vous avez de l'influence sur eux. Ensuite, lâchez les rênes et expliquez-leur bien que leurs choix vont avoir des conséquences. Bien sûr, il faut discuter avec eux de qu'est-ce qu'on met derrière le mot petit ami, etc. Gardez le dialogue et n'oubliez pas de leur donner bien toutes les données en main pour qu'ils puissent choisir. Quand on dit lâcher les rênes, ça ne veut pas dire laisser tomber, ne vous en occupez plus. Non, pas du tout. Ça veut dire simplement, maintenant, ils sont des êtres adultes en construction. Vous ne pourrez plus, comme avant, leur dire « je t'interdis d'eux ». Parce que sinon, ça risque de créer l'effet inverse de celui que vous recherchez. Donc, il y a certaines limites, évidemment, qui ne sont pas autorisées selon vous, sous votre toit. Mais par contre, après, faites confiance à ce que vous leur avez transmis. Et puis, soyez là pour eux, maintenez le dialogue ouvert, mais vous ne pouvez pas traiter un ado de 17 ans comme un enfant de 7 ans. C'est juste plus possible. Ce que vous pouviez avant, par une interdiction, ça devra devenir une forte suggestion après, mais vous ne pouvez plus les traiter de la même manière. Après, il y a toutes les questions autour de mon enfant est homosexuel, bisexuel, etc. Ce sont des questions qui peuvent être douloureuses, difficiles pour les parents. C'est difficile pour les parents. Je vais vous donner le mot d'ordre. Aimez votre enfant. Il y a différentes raisons de cause d'homosexualité. Encore une fois, ce n'était pas notre thème ce soir. On peut en parler pendant 1 heure. Et il y a quelques cas où il y a des petites filles où il y a eu un problème d'orientation en fait au moment de la conception du bébé et on a vu nous des gens qui aimaient Dieu et qui étaient vraiment consacrés à Dieu, etc., et qui nous disaient à 2 ans je suis un gars mais je savais que j'étais une fille. En fait, il y a eu une erreur d'orientation, il y a eu une erreur au démarrage et c'est difficile et c'est douloureux, mais aimez votre enfant dans son chemin de sexualité aussi. Je ne dis pas, encore une fois, il y a les règles sous votre maison, quand ils sont sous votre autorité, il y a un certain cadre que vous pouvez demander à votre enfant de respecter, à votre enfant peut-être adulte, mais si il s'en va où il dit « Papa, maman, je suis homosexuel, est-ce que vous allez quand même m'aimer ?» Souvenez-vous que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que vous validez ses choix, mais gardez le dialogue ouvert, aimez votre enfant, même si il vous annonce des choses au niveau de sa sexualité qui vous peinent. Bien savoir d'où vient l'origine de ce sentiment, si c'est quelque chose qui a toujours été là depuis tout le temps, si c'est parce que son empreinte sexuelle, c'est-à-dire la première émotion forte sexuelle, s'est faite dans une contrainte avec un abus ou autre, ou bien c'est quelque chose qu'ils ont entendu à l'école et qu'on leur a dit « vous ne savez pas ce qui vous êtes tant que vous n'avez pas tout essayé ».
Puis évidemment, quand on essaye tout, ben après, il y a une grande confusion dans la sexualité. Ou bien si c'est, comme Rachel disait, quelque chose qui a toujours été là, ou bien si c'est... Il y a plein de choses différentes. Il faut se souvenir que ce que la Bible, ce que Dieu condamne, c'est la pratique, mais pas l'être. L'homosexuel est aimé par Dieu exactement de la même manière que n'importe quel individu. Par contre, ce qui est condamné, c'est une sexualité qui sort du cadre divin. Et la sexualité est la même, qu'on soit une femme avec de multiples partenaires sexuels ou bien un homme homosexuel. Ce qui est condamné dans l'Écriture, c'est la pratique d'une sexualité en dehors du cadre divin. Jamais l'être humain. Donc, c'est super important. Si quelqu'un se sent profondément attiré par les gens du même sexe, eh bien, il faut ouvrir un dialogue, être plein d'amour et de compassion, mais faire attention à ne pas confondre l'acte avec la personne, parce que Dieu ne le fait pas. Et on vous redonne le micro. Merci beaucoup. C'est tellement passionnant et intéressant. Et il y a encore une question, en fait, qui est restée en suspens aussi, c'est est-ce que le fait de parler avec des jeunes adultes entre 20 et 24 ans, est-ce que c'est une bonne idée de parler de sexualité dans ces âges-là? Oui. C'est déjà tard, hein. 24 ans, c'est déjà tard. Très bonne idée. Quand nos enfants étaient ados et vivaient encore à la maison, ils pouvaient déclencher une conversation au dîner sur l'orgasme féminin sans aucun problème. Après, ça dépend de votre niveau de confort. Hein. Mais oui, absolument, si vos jeunes enfants adultes de vingtaine d'années veulent discuter de sexualité avec vous. Alors je vais peut-être mettre une petite limite là. Vous nous entendez parler de sexualité très ouvertement, pareil avec nos enfants. Nos enfants peuvent vous expliquer ce qu'on enseigne aussi bien que nous, et même quand ils avaient 15-16 ans, là, notre dernier nous disait en rigolant, si un jour maman tu as besoin que j'explique l'orgasme aux femmes, tu peux me dire, hein, je leur expliquerai. Il avait 16 ans, il pouvait expliquer des trucs à avancer, mais on ne parle pas de la nôtre de sexualité. Il y a une grande nuance là. On peut parler de sexualité, c'est Dieu qui l'a créée, on peut parler de comment ça fonctionne, etc., mais pas de notre sexualité. C'est là que l'eau de votre citerne ne se répande pas sur la place publique. Nous ne parlons pas de notre sexualité à nos enfants et nous ne voulons pas que nos enfants nous parlent de leur sexualité, non plus ceux qui sont mariés. Là, je dirais que la limite, elle est là, dans les conversations ouvertes avec nos enfants adultes, ados, etc. Alors, il y a des réflexions des gens qui ont parlé de la ligne rouge à leurs responsables, qui leur ont dit que ce n'était pas biblique. Moi, ce que je vous conseillerais, offrez-leur le livre de Rachel et puis qu'ils le lisent et puis ils verront que c'est biblique, que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, ça a été confirmé médicalement, etc. C'est vraiment intéressant de le voir. Donc, offrez-leur et puis qu'ils le lisent. Très bien. Tu as encore tout à l'heure parlé, Eric, de l'empreinte sexuelle. Enfin, Oui. Est-ce que tu peux juste donner brièvement une définition? Qu'est-ce que c'est? On vous emmène tard, hein, mais c'est important. L'empreinte, Dieu nous a conçus comme ça. Quand un être humain a sa première forte émotion sexuelle, action sexuelle, exposition à la sexualité, ça crée dans notre cerveau chimiquement une empreinte qui va créer le chemin par défaut. Vous vous rappelez quand je parlais de réconfort-récompense? Eh bien, chaque fois qu'on sera dans une situation de besoin de réconfort ou de besoin d'une récompense, vous vous rappelez, quand je ne me sens pas bien ou quand au contraire je me sens très bien, eh bien, ces deux besoins essentiels vont me ramener à l'empreinte. Ce qui veut dire que dans le projet de Dieu, il voulait que l'empreinte soit faite avec notre conjoint, que notre première émotion sexuelle et expérience sexuelle forte, nous l'ayons avec la personne qui serait notre partenaire de vie. Donc, chaque fois qu'on se sentirait découragé ou en besoin de récompense, eh bien, on serait spontanément attiré vers notre conjoint pour partager ce réconfort et cette récompense avec lui ou avec elle. Le drame du péché, et là où le diable a saccagé la sexualité, parce que c'est spirituel, c'est qu'en fait, la plupart d'entre nous, au XXIe siècle, on a notre empreinte, et au XXe siècle, c'était pareil, hein, déjà, mais on a notre empreinte qui se fait en dehors du mariage, avec la pornographie, avec des abus, avec des expositions à des choses qu'on ne voulait pas. Et en fait, cette empreinte va devenir le chemin par défaut. Donc, il va falloir, si l'empreinte s'est faite au mauvais endroit, travailler
pour corriger cette empreinte avec notre conjoint et remplacer cette mauvaise empreinte par une nouvelle qui sera une meilleure empreinte. Merci beaucoup. Il me semble qu'on a pris les questions principales, en tout cas. Oui, je pense. Ouais. Merci beaucoup pour votre partage, la fraîcheur de votre partage. Vous aviez encore à cœur de permettre aux parents aussi ce soir de poursuivre encore un peu la réflexion ou bien le fait de se nourrir d'idées, d'expériences, de parcours, de ce qui était votre chemin par des livres. Et puis peut-être vous parler, je vais juste partager l'écran et puis comme ça vous pouvez aborder les quelques cadeaux que vous aimeriez faire ce soir. C'est ça, donc on veut vous offrir donc les 2 premiers chapitres gratuits, hein, comme je l'ai dit, de mon livre. Tous ceux qui étaient là ce soir, vous pouvez les télécharger gratuitement. Si vous souhaitez acheter mon livre en version e-book ou audiobook, on vous offrira un e-book en plus qui s'appelle « Une sexualité épanouie dans le mariage ». Notre équipe va taguer les gens qui viennent acheter le e-book en e-book ou en audiobook suite à notre temps ensemble pendant 24 heures et ils vous enverront ensuite ce e-book gratuit « Une sexualité épanouie dans le mariage ». Et puis, on veut mettre aussi à votre disposition pour ceux qui seraient intéressés pour notre formation « Construire un mariage épanoui ». Quand vous allez sur le site, vous allez voir la description de ce qui est contenu dans ce package. On vous offrira aussi, si vous souhaitez l'acheter, dans les 24 heures qui suivent. C'est pareil, elles vont taguer et ensuite envoyer ces 2 e-books gratuits, « Guérir de l'infidélité » et « Une sexualité épanouie ». Donc, n'hésitez pas, pendant 24 heures, vous aurez ces bonus en plus. Et donc, pour accessible à tout le monde, bien sûr, vous pouvez télécharger les 2 premiers chapitres. C'est dans le premier chapitre qu'il y a l'explication de comment la sexualité se construit dans le corps de nos enfants. Et vous pouvez aussi aller télécharger 11 clés pour une meilleure communication. C'est un e-book qu'on vous offre pour vous remercier de vous être inscrits ce soir. Est-ce qu'on peut... je sais pas ce que ça va avec oui, on s'est trompé. Mariage, il y a un solaire, on le sait, voilà, mais notre équipe qui est bilingue, c'est une américaine, elle l'a écrit à l'américaine, évidemment. Désolé. Pardon, oui, il y a une faute d'orthographe. Voilà. Donc, et je partage la responsabilité parce que j'ai simplement copié les références. Non, c'est pas ta faute, Christian, c'est la nôtre. Elles ont créé les liens, et je leur ai demandé ce matin très tôt, il était très très tôt. En tous les cas, les ressources, elles sont sur le site internet qui est le vôtre, racheldufour.com. Oui, et vous recevrez un email pour télécharger les e-books après les différents achats, etc. Donc, pendant 24 heures, elles vont surveiller, tout traquer et elles vont envoyer un email après avec les liens pour télécharger, puisque c'est un cadeau qu'on vous fait, là, ça ne fait pas partie Si jamais il y avait des choses qui ne marchaient pas, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir, parce que ça peut arriver. Il peut y avoir des fois des bugs informatiques ou autres, donc faites-le nous savoir. Voilà. Et notre site, c'est ericracheldufour.com/ressources. Vous avez accès à tout ça. Dufour, c'est un nom bien suisse aussi. Hein. Oui, c'est ça. Et pour nous écrire, c'est contact@ericracheldufour.com. Très classique. Vraiment, on veut vous bénir avec ça. N'hésitez pas. Un grand merci, Eric et Rachel. De notre côté, on a, depuis le début de notre communication, dit que ces soirées, elles étaient offertes. C'est dans le cadre de Parents pour la vie. Et ce soir, c'était une soirée exceptionnelle avec ce thème tellement riche, tellement sensible aussi, mais qu'on a vraiment choisi d'aborder et d'aborder d'une bonne manière. Merci beaucoup. Cependant, si vous voulez soutenir le travail de Famille de foi, eh ben, voilà un QR code. On va le laisser encore un petit moment. Et puis, si vous souhaitez participer avec Twint, c'est surtout pour les Suisses en fait. Twint, je ne sais pas trop combien c'est présent à l'étranger. Voilà, c'est ça. Et puis sinon, vous avez reçu dans l'email aussi notre IBAN et sentez-vous libre d'avoir bénéficié de cette soirée, totalement libre et gratuitement, ou alors de soutenir le travail qu'on fait. Famille de foi, c'est un site internet, ce sont des ressources aussi, des enseignements, ce sont des activités qui équipent les familles, on fait des journées d'encouragement aux familles, on fait des camps famille de foi, des soirées aussi maintenant par Zoom avec Parents pour la vie. On a beaucoup de convictions dans le temps que nous vivons, d'équiper les familles, de rester frais, encourageants, dynamiques, parce que c'est le projet de Dieu, c'est lui qui
Le conçoit, c'est lui qui nous équipe aussi pour cela, avec aussi les défis que ça représente, hein, on en a aussi parlé. On a un séminaire prochainement. Voilà, on a un séminaire du 6 au 8 mai où on étudie aussi ensemble, on apprend à comprendre le développement humain et puis comment Dieu il peut guérir en fait notre passé pour être libéré dans son avenir, dans l'appel aussi que Dieu il a prévu pour nous. Et c'est un séminaire auquel on vous invite aussi si vous voulez être guéri de certaines blessures que vous avez pour pouvoir continuer à transmettre les choses aussi pertinentes que Dieu a posées sur vous pour vos enfants. Et comme on l'a dit au début, en fait, eh ben, ce séminaire il va dans le même sens, c'est qu'on veut ne pas se laisser voler par l'ennemi les choses que Dieu a placées en nous. Et ce séminaire nous permet de reprendre pleinement ce que Dieu il a placé en nous. Tout à fait. Et puis, on a encore un projet aussi cette année qui est en train d'être affiné en réalité. Cet automne, on aimerait vivre un week-end pour couple avec vous, Eric et Rachel. On est en dialogue avec vous, avec une équipe aussi ici en Suisse que je salue qui est là ce soir aussi. Et puis, à l'automne, on aimerait concrétiser un projet avec un week-end où il y a une possibilité d'être en présentiel et potentiellement en virtuel aussi, où on va travailler sur les questions de couple avec beaucoup de conviction aussi. Les dates sont encore ouvertes, les agendas, c'est aussi quelque chose de complexe, mais on annonce déjà qu'en cette deuxième partie d'année, on aimerait vivre un projet. Évidemment, si vous le souhaitez, vous serez informés par le site internet ou par email. Et bien sûr, les rencontres de parents pour la vie continueront, une par mois, et vous recevrez aussi les informations. Donc, si vous avez aussi des thèmes particuliers que vous aimeriez aborder, que vous aimeriez qu'on aborde, eh bien, vous pouvez aussi nous les communiquer et on se fera un plaisir de continuer à nous équiper nous-mêmes pour vous servir.